El Chapo a donc transporté plus de 500 tonnes de cocaïne du Mexique vers les États-Unis. C'est un record, mais il ne faisait pas que ça. Il produisait énormément de drogues différentes. Il avait commencé quand il était petit, comme je vous l'avais dit dans la première partie, à produire de l'opium. Du coup, son cartel produisait de l'héroïne, de la cocaïne qu'il importait aussi de Colombie, mais aussi de la marijuana et de la MDMA. Du coup, dans cet épisode, on va voir comment ce cartel incroyable, impressionnant, a vu le jour. C'est maintenant. Après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1. C'est vers ses 20 ans qu'il va rejoindre le plus gros cartel mexicain de drogue de l'époque, le cartel de Guadalajara. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et donc il va aller s'occuper du transport et de la logistique du transport de drogue entre la région du Sierra Madre et les États-Unis. Et El Chapo se fait très vite remarquer à la Scarface par son ambition, par son intransigeance, parce qu'il n'hésitait pas à tuer un de ses collaborateurs s'il était en retard. Et surtout, il demandait toujours plus de drogue, il voulait transporter toujours plus, prendre plus de risques pour gagner plus. Du coup, il va très vite gravir les échelons et va devenir chauffeur du parrain de ce cartel qui s'appelait Gallardo et va même s'occuper de la logistique et du transport de drogue entre la Colombie et le Mexique. En 1989, à la mort de ce Gallardo, le cartel de Guadalajara va se fragmenter et il va devenir un des barons du cartel nouvellement créé de Sinaloa. Alors à ce moment-là, il avait déjà travaillé 10-12 ans dans ce cartel de Guadalajara, où il avait développé des techniques de transport de drogue très innovants, puisque dans le premier épisode, je vous avais parlé que ce gars kiffait les tunnels, qu'il utilisait pour s'échapper de prison. Il a été un des pionniers dans la fabrication de tunnels dans les villes frontières entre le Mexique et les États-Unis pour faire passer sa drogue. Il a aussi utilisé des boîtes de conserve de piments mexicains qui étaient donc exportés du Mexique aux États-Unis en train pour cacher sa cam. Le cartel de Guadalajara implose, le cartel de Sinaloa est créé, tout comme le cartel de Tijuana. Et le premier grand épisode de sa vie va l'opposer à ce cartel de Tijuana. Puisqu'en 1989, Gallardo décède, il avait de la famille, il avait des neveux, les frères Arellano, qui vont donc être à la tête du cartel de Tijuana. Sauf que lorsque un lieutenant du cartel de Sinaloa va être envoyé pour aller discuter avec les frères Arellano, ces derniers vont le tuer. Et ils vont pas s'arrêter là, puisque tout se passe la même année, ils vont décider d'aller choper la femme du parrain du cartel de Sinaloa. Donc il y avait El Chapo, mais il y avait un gars qui s'appelait Palma qui était vraiment une sorte de grand patron des patrons. Donc ils vont engager un petit trafiquant de drogue vénézuélien qui va aller séduire la femme de Palma. Il va réussir à lui faire retirer 7 millions de dollars d'un des comptes de Palma et ils vont lui couper la tête et envoyer la tête de la femme de Palma à Palma dans une boîte. Après ça, forcément, ça part en couille, fusillade sur fusillade pendant plusieurs années, ça ne s'arrête pas, jusqu'au 24 mai 1993, où les hommes des Arellano pensent avoir localisé la voiture où est caché El Guzman dans le parking d'un aéroport. Sauf que, ils vont dépêcher 20 personnes pour aller fusiller cette voiture-là. Guzman est dans le même parking, sauf que sa voiture est garée un petit peu plus loin. Donc il aura le temps de partir, sauf que il y a une voiture qui s'est fait fusiller de ouf quoi. Et là, c'est pas cool. Parce que dans cette voiture, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait un cardinal qui était aussi archevêque de Guadalajara. Et dans un pays chrétien conservateur comme le Mexique, ça va faire énormément de bruit dans la société, dans le monde politique. Le président va alors ordonner l'arrestation de tous les membres impliqués dans cette fusillade, y compris les membres du cartel de Sinaloa. Et là, ça va être vraiment une énorme chasse à l'homme qui va commencer. El Chapo va réussir à s'enfuir, à aller au Guatemala, sauf que, au bout de 10 jours, il va quand même être arrêté. El Chapo sera alors condamné à 20 ans de prison, sauf que, à l'image d'Escobar, sa prison, c'est pas vraiment une prison comme les autres.
il arrive à piloter son cartel de là-bas. Du coup, ses associés, ses collègues lui ramènent des valises de cash. Il s'en sert pour payer tout le monde dans la prison. Du coup, les gardiens de prison, c'est un peu comme ses domestiques. Il continue à avoir en fait son train de vie d'extérieur dans la prison. Et c'est drôle, mais il va littéralement niquer la police puisque il va faire la rencontre d'une de ses maîtresses, une ancienne agent de police qui est condamnée pour vol à main armée. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. On va se retrouver très bientôt pour la troisième et dernière partie. On va parler de comment ce cartel de Sinaloa est devenu le cartel le plus puissant du Mexique en surpassant tous les autres cartels, de la guerre des cartels, mais aussi de comment il va réussir à rester dehors, à l'extérieur, 13 années sans se faire capturer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, tout ça, vous savez. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.